Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Cette matinée, il est 10 h, on se retrouve comme tous les jours sur... Alors on va allumer un petit son pour nous accompagner. Voilà, j'espère que tout le monde va bien en cette belle matinée. Belle pourquoi? Parce que nous sommes là, nous sommes en vie et finalement tout va bien, tout va pour le mieux. Nous sommes en phase avec qui nous sommes, avec nos propres ressentis, avec nous sommes voilà, connectés donc à nous-mêmes et puis on se retrouve et c'est toujours un immense plaisir pour moi. Petite information pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup d'être là, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. On se retrouve du lundi au vendredi donc à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h, tous les jours sans exception. Peut-être j'en parlerai à l'approche donc du mois de décembre qui arrive. Peut-être qu'il y aura un peu moins d'émissions et donc de vidéos, tout simplement parce que j'aimerais bien profiter de ma maison aussi pour les fêtes, me reposer un petit peu et puis décorer, puisque là je suis encore en mode automne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis passionné par la décoration de saison. À chaque nouvelle saison, une décoration complète de l'appartement. Donc là, je suis encore en mode automne. Je passe beaucoup de temps avec vous. Et puis peut-être que pour les fêtes, je prendrai un peu plus de recul, du temps pour moi. Et puis, alors, ça ne sera pas des infidélités. Je continuerai, hein, bien évidemment, d'être à vos côtés, de vous accompagner. Mais ça sera peut-être sous forme de 2 à 3 vidéos par semaine. Vidéos thématiques. Et puis, bien évidemment, on retrouvera les guidances générales. Mais il se peut que d'ici quelques semaines, donc je pense d'ici la fin du mois, on passe sur un format de 2-3 vidéos par semaine et puis on se retrouvera de toute façon avec énormément de plaisir tous les jours, sitôt que la période des fêtes sera passée. En tous les cas, je tenais donc à vous remercier d'être là et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale pour moi. Nous sommes mercredi, mon oncle nous a quittés la semaine dernière, l'un de mes oncles nous a quittés donc la semaine dernière. C'était un médecin renommé, qui a eu la charge du centre de réadaptation fonctionnelle donc de Richebourg, dans les Yvelines. Il nous a quittés donc la semaine dernière. Et puis donc aujourd'hui on va tout particulièrement faire une émission donc qui sera placée sous son égide, sachant que c'est le jour de son inhumation également aujourd'hui. Donc je suis pas triste parce que je sais qu'il a trouvé la totale véritable lumière, qu'il était accueilli et il est bien là où il est. Il repose en paix, entouré des siens. Il a pu retrouver donc les siens. Maintenant, énormément de courage à sa famille, donc à ma famille, à commencer par son épouse, par ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Voilà, donc je place cette émission sous sa protection, sous son énergie. Merci pour tout ce qu'il m'aura apporté, merci pour ces moments partagés, même si je ne le voyais pas beaucoup finalement. Mais en tous les cas, je voulais vraiment mettre cette émission sous sa protection. Voilà, c'est chose faite. Donc toute sa vie, il aura œuvré pour les autres. On a une famille qui est beaucoup dans le médical, beaucoup est tournée vers l'autre. Il aura consacré vraiment sa vie aux autres, aux accidentés graves de la route, aux traumas crâniens, pardonnez-moi,
Voilà, donc aujourd'hui, je voulais qu'on place effectivement cette émission sous sa protection. Et merci à tous ceux qui l'ont peut-être connu, hein, puisque je rappelle qu'il était au centre de réadaptation fonctionnelle, donc des accidentés, des graves accidentés de la route. Et aujourd'hui, on va parler de chimie. Alors, quel rapport? On est toujours dans la médecine. En 2000, c'est une émission que j'ai pu préparer grâce à une pétition en ligne, donc sur les lignes qui bougent. Et on nous parle de prix Nobel, d'un fameux prix Nobel de 2000. Une chercheuse en chimie qui ne peut pas exercer en France. Alors je dis elle, mais je pense notamment à tous nos chercheurs et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette personne qui a eu le prix Nobel en 2000, il s'agit d'Emmanuel Charpentier donc, et sa collègue donc, américaine Jennifer Doudna, donc ont reçu, c'était le mercredi 7 octobre, le prix Nobel de chimie pour avoir découvert ce que beaucoup commentent comme étant la plus grande révolution médicale du 21e siècle. Ça va être un peu plus complexe parce que je vais vous expliquer justement ce qu'elles ont découvert, ce qu'elles ont réussi finalement à trouver. Il va juste falloir qu'on s'accroche un petit peu. Allez, je compte sur vous. Je sais que vous en êtes parfaitement capable. Donc, cette trouvaille, finalement, elles ont trouvé une technologie permettant donc d'éditer le génome d'une cellule. Et c'est une technologie qui se nomme CRISPR. Alors, c'est CRISPR K9. Et la partie CRISPR, identifie le gène cible qu'il faut donc réparer. Et la partie donc K9, donc CRISPR, et la partie donc K9, c'est une enzyme qui effectue donc la découpe afin de supprimer un gène indésirable ou de le remplacer par un gène sain. Donc je reprends la partie CRISPR, donc identifie le gène cible qu'il faut réparer, et la partie K9, c'est une enzyme qui effectue la découpe afin de supprimer un gène indésirable ou de le remplacer donc par un gène sain, donnant des applications multiples et infinies avec des résultats considérables. Donc la société CRISPR, thérapeutique, fondée donc par Emmanuel Charpentier, a réussi un exploit permettant à plusieurs patients atteints de bêta-thalassémie de guérir. Alors qu'est-ce que la Oh, j'ai du mal à le dire ça, hein, un peu complexe comme nom. Donc c'est la bêta-thalassémie. Donc qu'est-ce que c'est que la bêta-thalassémie? C'est tout simplement une maladie génétique qui crée des mutations affectant l'hémoglobine, donc qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges. Les patients donc souffrant de cette pathologie nécessitent des transfusions sanguines régulières. Donc, depuis l'application du traitement, donc début 2019, ces patients n'ont plus besoin de transfusion. Et c'est bien la première fois qu'une maladie génétique peut être soignée. Donc imaginons juste l'espoir et le progrès, et l'espoir dans le progrès incroyable pour les patients et pour la médecine. Donc Emmanuel Charpentier, bien que conscient du travail qu'il reste beaucoup à faire, nous informe que c'est une technologie qui fera une grande différence. Je la cite: « Il y a plus de 10 000 maladies génétiques qui touchent 1% des naissances. Ce sera déjà un succès si dans les 5 prochaines années, CRISPR-Cas9 peut remédier à quelques cas de maladies génétiques. » Seulement en juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les modifications, alors je reprends mes notes, que les modifications génétiques ciblées, qu'on appelle la mutagénèse,
qui est une mutagénèse dirigée, devait être soumise aux conditions donc restrictives qui frappent les OGM. En clair, donc les recherches pour les soins de la maladie génétique sont mises au même rang que le blé transgénique. Par contre, le paradoxe, c'est que la technique donc, de CRISPR, je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, ça CRISPR, c'est imprononçable pour moi. Donc CRISPR permet de faire de l'édition génétique sans même avoir besoin de recours à la transgénèse. Donc, vraiment une grande découverte. L'Europe se retrouve donc coupée de la plus grande amélioration majeure de ce siècle pour des raisons politiques. Rappelons que ce sont des centaines de milliers de personnes qui souffrent de maladies génétiques et tout ce que la bureaucratie européenne nous propose, c'est de repousser finalement au calendrier grec la possibilité de les soigner. Donc la France n'est pas en reste, car la réaction du gouvernement face à la nouvelle régulation européenne donc, a consisté à se réjouir de la décision de l'Union européenne vis-à-vis de CRISPR-Cas9. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route, surtout. On va continuer. Ce qui veut dire en langage clair, en langage courant, que la France choisit donc de freiner la recherche fondamentale sur le génie génétique, faisant que nous prenons un retard considérable. Bon, c'est pas le premier sujet, c'est pas le premier domaine sur lequel la France a pris énormément de retard, et celui-ci, qui est quand même un domaine fondamental, permettant aussi énormément et générant énormément d'espoir chez les patients, malheureusement, il n'est pas permis en France, tout simplement parce que ce sont des recherches donc, qui subissent justement ces décisions européennes, reléguant justement donc, les recherches vraiment au même titre que le blé transgénique. Donc la recherche scientifique en France est fonctionnalisée à outrance et souffre d'un sous-financement qui a pour résultat que nos plus grands cerveaux quittent le territoire, nous privant ainsi de leur plein potentiel qu'ils ne peuvent atteindre qu'en dehors de nos frontières. Donc toujours selon Emmanuel Charpentier, le souci ce sont les structures en général qui ne sont plus adaptées à la compétition, à la vitesse nécessaire pour mettre en place des projets, récolter des fonds, les réorienter. Donc c'est une sorte de pesanteur finalement qui s'est installée. Je ne sais pas si, étant donné le contexte, j'aurais pu mener à bien le projet CRISPR, donc Cas9, en France. Elle nous informe également que la recherche publique française est insuffisamment financée, la part du budget de l'État qui lui est consacrée décline et les crédits publics de recherche sont mal répartis et en partie mal employés. Donc c'est une déclaration qu'elle a tenue dans l'Express donc en 2016. Aujourd'hui, bien évidemment, il est nécessaire d'aller de l'avant, de redonner des fonds à la recherche fondamentale. Pour cela, il faut que l'accès aux fonds soit simplifié. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, finalement, passent plus de temps à remplir des formulaires que de temps à développer leurs recherches. Cette révolution, donc cette trouvaille, le CRISPR, n'est pas un OGM au sens où on l'entend, où l'entend la réglementation européenne. Il faut que la loi soit régénérée et qu'une séparation soit faite entre la transgénèse et la mutagénèse. Donc, il n'y a pas besoin, voire il est même complètement inutile, de faire intervenir un gène extérieur dans les nouvelles technologies du vivant, comme cette technologie.
Les gènes peuvent être modifiés à l'intérieur même des cellules des êtres vivants. Cela porte un nom et se nomme la mutagénèse, écartant tout risque lié aux organismes transgéniques. Donc des États comme le Japon, les États-Unis ont bien compris, ont fait une régulation différente et il faut rendre compte la technologie, donc CRISPR, et ne pas la soumettre à l'interdiction actuelle. Les recherches médicamentales d'avant-garde doivent revenir sur le territoire européen et français. Alors tout ça nous montre quoi? Tout ça nous montre que finalement, au niveau des recherches, les recherches sont freinées parce qu'elles sont assujetties à des lois qui sont complètement stupides, avec un amalgame très fort entre tous les organismes modifiquement donc transformés, et puis véritablement ces recherches qui donnent quand même énormément d'espoir. Alors depuis 2000, évidemment, les choses ont évolué à ce niveau-là, mais toujours pas sur le territoire français. D'où ma question, et c'est ce que je vous propose d'aller voir aujourd'hui. Ma question, elle est simple. J'aimerais savoir si, au niveau des recherches génétiques, nous allons pouvoir espérer un mieux. Est-ce que les choses vont justement s'améliorer en France ou non? Ou est-ce qu'on restera toujours dans ces interdictions, nous privant justement des plus grandes recherches? Bon, on nous dit qu'il y a déjà beaucoup de mensonges sur le sujet. C'est un mensonge qui évolue, qui est contrôlé, et il y a également beaucoup de dissimulation. Alors je vais la mettre là, cette carte, pour que vous puissiez bien la voir. Je pense qu'elle doit briller en plus avec la lumière, mais en tous les cas, déjà sur la recherche en elle-même et sur les conditions même de pouvoir mener des recherches, on nous dit qu'il y a beaucoup de dissimulation, et on a également en mots-clés qui ressort donc le complot. Pourquoi devons-nous nous priver finalement de ces chercheurs indispensables, de ces recherches en France? Qu'est-ce qui gêne? Déjà, il est fait état, il est fait mention d'un complot, et c'est un complot au niveau de la médecine, ou sur la médecine, par rapport à des histoires donc extraterrestres. Extraterrestre, ici, je ne vais pas l'interpréter en tant que tel, mais je vais l'interpréter comme quelque chose qui est étrange, qui est bizarre. C'est un mensonge, un complot un petit peu qui est fait contre le corps médical, donc contre les recherches ici, contre les soignants déjà eux-mêmes, les fruits de ces recherches menant justement sur la guérison, sur des thérapies, des antidotes également. Mais on nous dit que c'est quand même étrange en France parce que justement, c'est sous la coupe du complot, de la calomnie. Pourquoi justement ces chercheurs ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions? On va recouvrir bien évidemment pour essayer d'avoir d'autres informations. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment ça dérange. Et puis, il n'y a pas forcément, soi-disant, il n'y a pas forcément de fonds à ça. Et les fonds sont de plus en plus maigres. Donc, on est vraiment dans une forme de contrôle voulu, puisque il y a quand même de l'argent qui est mis dans d'autres domaines. Et pourquoi pas celui-ci, qui est indispensable, en fait, puisque ça nous permet justement de pouvoir avancer sur ces grandes questions et sur ces grands enjeux médicaux. On a quoi? On en a deux, vous voyez, donc la médecine donc, est soumise effectivement à des lois politiques, à des législations, je vais vous montrer. Vous voyez, donc à des législations, à des lois politiques. C'est au niveau de la médecine est contrôlée par la politique, et en revanche, on en a parfaitement conscience puisqu'on en est parfaitement lucide. Donc sur le sujet ici, on nous dit que la médecine en elle-même, le domaine de la médecine régenté par nos chers politiques, finalement,
tend à dissimuler un certain nombre de choses, à empêcher justement que les recherches puissent se faire dans de bonnes conditions, à ce qu'on puisse offrir finalement à nos chercheurs de bonnes conditions de travail, les poussant finalement à quitter le territoire. Par contre, il y a une très grande lucidité par rapport à ça, et il y a une lucidité politique aussi, quant à la manipulation faite sur le domaine médical. Donc le mensonge concerne l'ancrage, c'est quelque chose qui est bien ancré en France depuis quand même quelques années, engendrant de gros blocages. Ce sont des blocages qui sont justement voulus, avec des fonds qui peuvent être gelés, puisque visiblement là on nous fait bien comprendre, avec l'oracle du politiquement incorrect de Pandora Earth, que ce n'est pas leur intérêt au niveau politique de justement faire en sorte que les choses puissent avancer sur le territoire français. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu ici, des intérêts bien évidemment politiques, des intérêts financiers à travers tout ceci. Et ici, en tout cas, c'est un mensonge, comme une sorte de complot finalement qui est mis en place depuis un certain nombre d'années, bloquant, paralysant justement la situation concernant les recherches médicales. Vous voyez, CRISPR-Cas9 finalement s'inscrit parfaitement dans cet ordre-là, dans cette mouvance-là de politique, et soumise, on l'a vu, est soumise à vraiment des lois qui bloquent véritablement la recherche. Donc, ce quelque chose d'étrange concerne quoi? Concerne le spectacle. Et ben oui, donc ça veut dire aujourd'hui qu'on assiste, parce que nous sommes lucides, à un spectacle donné par le milieu politique par rapport aux enjeux médicaux sur lesquels on nous ment depuis un certain nombre de temps, et ce de façon permanente. On réfrène un petit peu les élans, les nouveaux espoirs, les nouvelles directions qui pourraient être amenées par nos chers chercheurs. Finalement, aujourd'hui, et ce depuis quelques années maintenant, ce qui est montré, c'est que nos chercheurs ne peuvent pas exercer dans notre pays. Donc, résultat, ils vont passer beaucoup plus de temps à devoir remplir des papiers, à devoir remplir. Il y a tout un volet administratif, et ce volet administratif, il les empêche de pouvoir se consacrer pleinement à leur propre travail. Bon, on a l'agriculture avec la pauvreté. Bon, on voudrait nous faire croire en fait, et même c'est clairement ici, que on n'est pas le pays souffre de pauvreté en la matière, pauvreté de recherche, voulue, désirée, actée, et c'est pas quelque chose qui peut être florissant. En tous les cas, ça ne germe pas. Il peut y avoir effectivement, c'est rigolo le terme de germe, parce que en même temps on est vraiment dedans, les cellules, les gènes, donc ici, l'agriculture de la pauvreté. On entretient la pauvreté véritablement scientifique, et on a encore une fois la lucidité qui vient dessus. Donc, nous sommes parfaitement conscients de ceci. Nous savons que ça ne va pas en s'améliorant, que nos plus grands chercheurs partent et on les laisse partir. Donc finalement, à qui ça profite? Et pourquoi on les laisse partir? Pourquoi ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions? Pourquoi finalement ils sont obligés de s'expatrier pour pouvoir continuer justement leur recherche? Et que toutes les trouvailles, vraiment les découvertes, ces grandes découvertes scientifiques, finalement, ce sont d'autres pays que la France et que les pays européens qui en bénéficient. Donc, en tous les cas, même s'il y a un retentissement au niveau mondial, ce n'est pas en France que ces découvertes peuvent éclore. Donc, c'est à l'étranger. Et après, il peut y avoir, bien évidemment, une répercussion au niveau
mondiale. Alors ici, avec la triade, on va juste aller voir, est-ce que, monsieur la triade, nous pouvons espérer que, au niveau scientifique, les choses évoluent. Pouvez-vous me dire si, en France, nous pouvons espérer une amélioration de la recherche scientifique? Et Octave, bien évidemment, est venu ici pour apporter toute la lumière sur le sujet. On va déjà faire une coupe, ce qui va nous montrer précisément l'état actuel des choses, où on en est depuis 2000. Et puis après, on procédera à un tirage. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une âme. L'âme, c'est la lumière aussi. Ce sont les âmes des chercheurs qui travaillent activement sur ces grandes révolutions scientifiques, hein, sur ces grands enjeux scientifiques. Donc, eux sont bien représentés ici. Face à quoi? Face à la réussite. Donc, il y a une réussite, effectivement, au niveau donc, de la recherche. Ma question était de savoir si sur le territoire français, on pouvait espérer une amélioration. Donc on nous dit oui parce qu'il y a une réussite et il y a des âmes, effectivement, qui travaillent vraiment à faire en sorte que cette réussite puisse être présente. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers ici aussi par rapport aux réussites. Ce sont quelque part des réussites qui sont en quelque sorte, hein, volés pour des raisons financières. On va les faire travailler, du fruit de leur travail, il va y avoir un certain nombre de sujets qui vont sortir, il va y avoir justement des grandes améliorations, mais en même temps, il y a des âmes bien intentionnées qui voient par le fruit de leur travail l'occasion financièrement de se refaire un petit peu, hein. Donc c'est un peu du travail volé, hein. C'est peut-être aussi l'une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de chercheurs qui partent, parce que c'est pas eux qui vont bénéficier finalement du fruit de leur propre recherche. Après, ça peut demander des années. Imaginons juste dans le cas que j'ai cité en préambule et pour lequel j'espère ne pas vous avoir perdu en route. Espérons juste que, voilà, voyons, et on en est parfaitement lucide. On est lucide qu'aujourd'hui ne sont pas les bienvenus en France et que même s'ils sont donc sur le territoire européen, parce que je parle de la France, mais c'est vraiment sur le territoire européen parce que ce sont des directives européennes, hein, rien n'est fait pour leur faciliter la vie. Maintenant, pourquoi? C'est ça qui est quand même assez fou. Donc ici, on va procéder donc au tirage. Oh, j'aime pas ce terme de tirage qui me fait penser, comme dirait Abigail, à un poêle à bois, mais pas des poêles à bois, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état actuel de la recherche scientifique sur le territoire européen et plus particulièrement en France? Alors, on va en prendre 4. 1, 2, 3 et 1, 4. Est-ce que vous les voyez? Il y a beaucoup de tentations déjà, hein. On a la carte de la tentation ici qui est ressortie. Donc, il y a quand même de la tentation par rapport donc, au sujet. C'est une tentation, en même temps, on aimerait bien croquer la pomme, hein. C'est-à-dire qu'on aimerait bien s'accaparer leur recherche et pas forcément sous de bons présages, hein, parce que la tentation, c'est l'homme qui est tenté aussi de vouloir aussi contrôler les choses. Avec le petit dragon. Ici, nous avons le temps. Bon, c'est une question de temps, évidemment. C'est des recherches qui demandent énormément de temps. C'est pas des choses qui se font comme ça rapidement. C'est le temps qui va pouvoir justement et qui permet aussi d'obtenir ces résultats. Et là, on a le temps. Donc actuellement,
en France et sur le territoire européen, ça fait un moment aussi que beaucoup sont tentés. Ça peut représenter également, sont tentés de partir pour pouvoir exercer leur propre profession. Ici, on a la réussite qui ressort. Donc oui, effectivement, on a la réussite sur le temps. Ça veut dire qu'on a quand même des recherches considérables qui sont menées, qui sont faites, mais qui sont en même temps convoitées et qui font l'objet de voyages. Bon, bah voilà, c'est clair, hein. Ici, on parlait justement de tous ces départs du territoire européen. Ça peut se faire qu'à partir du voyage. Ils vont s'écarter justement de cette tentation et ils sont tentés de partir pour pouvoir mener à bien leurs travaux. Donc, on a la carte quand même de la réussite et c'est une question de temps. Ici, on ne nous dit pas que c'est sur le territoire européen. Ici, on nous indique bien qu'on a quand même la notion du voyage. C'est des choses qui partent. Ce sont des gens, ce sont des chercheurs qui partent parce qu'ils sont tentés. Pourquoi sont-ils tentés? Ils sont tentés parce que en France, en tous les cas et sur le territoire européen, on sait que leurs travaux sont ici, ils ne sont pas heureux, ne peuvent pas s'épanouir. On a la carte du malheur qui ressort. Donc c'est un malheur qui s'abat sur leur corpus et pour lesquels ils sont tentés de partir pour trouver la réussite, pour pouvoir mener à bien leurs propres travaux. Et c'est une question de temps. Pourquoi sont-ils malheureux? Ils sont malheureux parce que, justement, cette tentation est sujet aussi à convoitise. On sait qu'ils sont porteurs d'énormément de richesses ici de par leurs travaux, mais c'est des richesses qui sont très convoitées par une élite qui aimerait s'accaparer justement du fruit un petit peu de leur travail, et c'est la raison pour laquelle aussi il y a autant de mainmise sur ce sujet, hein. Par contre, cette richesse, ils ne peuvent l'avoir qu'à partir du moment où ils partent. Il y a un départ des richesses, ben oui, évidemment. On se prive ici quand même de choses fondamentales, de choses capitales. Le bateau, là, il ne va pas en direction de la richesse, il s'écarte de la richesse, donc ça veut dire qu'on nous impose en même temps, de par ces lois stupides, d'avoir ici une richesse sur la recherche génétique en France et sur le territoire européen. Donc ce sont des personnes qui sont obligées de partir. Elles partent pour aller où? Il y a un retour. Donc ici, ça veut dire quoi? Que effectivement, même si elles partent pour la réussite, le fruit de leur travail retourne ici dans les mains des personnes convoitées, envieuses, excusez-moi du terme, des personnes envieuses pour la richesse. Donc on s'accapare finalement de toutes ces avancées médicales pour en tirer ici orgueil au niveau européen. Vraiment. Il y a un retour. C'est un retour de quoi? De la bénédiction. C'est des personnes qui sont de toute façon qui sont bénies. On a là, et ça peut vouloir dire aussi que ces retours au niveau de la recherche, pour des raisons pécuniaires, hein, ni plus ni moins, puisqu'on a quand même l'argent ici, l'abondance, seraient montrés comme une forme de bénédiction. C'est-à-dire que regardez le travail de ces gens, regardez tout ce qu'ils nous apportent, merci aux chercheurs, merci. Mais ici, ne soyons pas dupes, ces chercheurs sont partis, ne sont plus sur le territoire. Ceux qui sont sur le territoire résistent, tentent de pouvoir vraiment faire leur travail, même s'ils passent beaucoup plus de temps dans la paperasserie, pardonnez-moi, administrative qu'autre chose. Mais en tous les cas, il y a énormément de richesses. On se prive de richesses et sous un effet, on va dire, un petit peu magique, il y a un retour du fruit de leur travail en France et sur le territoire européen, parce que c'est un travail qui tente beaucoup de personnes qui aimeraient bien financièrement récupérer vraiment tous les honneurs. Donc c'est pas les chercheurs en eux-mêmes, hein, ici, hein. C'est le fruit du travail des chercheurs
que beaucoup, justement, tentent de récupérer. Il y a des récupérations ici, politiques, sur la question. La réussite en partant à l'étranger, on est sur quoi? Bah, ça leur apporte la paix, hein, une tranquillité d'esprit, ça c'est certain. Et nous avons au niveau du temps, la naissance. Bah oui, voilà. Donc, ils partent pour pouvoir travailler donc dans de bonnes conditions, pour pouvoir réussir leur propre mission de recherche, leur mission de vie. Ils partent aussi pour trouver la paix, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On a vu ici que c'était une question de temps, ce sont des travaux qui demandaient énormément de temps, mais de ces travaux naissent énormément ici d'améliorations quotidiennes au niveau justement de la médecine. Et ce sont des personnes qui sont bénies, bien évidemment, puisqu'elles sont vraiment soucieuses du bien-être mondial de ces personnes, souffrant notamment de maladies génétiques, comme on a pu le voir en préambule, mais la naissance, elle se fait sur le temps, avec, malheureusement, elle est confrontée et elle se heurte à un désir de retour sur le territoire français, sur le territoire européen, par des personnes qui ne sont pas spécialement bien intentionnées. Maintenant, au niveau de la bénédiction, on va regarder au niveau de... Alors là, j'en ai trois, là, j'en ai trois. On va recouvrir cette deux-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la paix en elle-même trouvée en dehors de nos frontières? Est-ce que ce sont des personnes qui, on va voir, elles sont animées par l'amour et la bénédiction. Il y a beaucoup d'amour mis dans leur travail, dans leurs travaux, justement donnant naissance aussi à des espoirs considérables. Et c'est la naissance du sceau. Donc c'est officiel, c'est protégé. Par contre, cette officialisation, elle se fait, puisque là on a le bateau donc qui se dirige vers l'ailleurs, qui quitte le territoire européen et français. Il y a une officialisation des naissances, donc de l'espoir à travers et par le résultat de leurs travaux, qui se fait vraiment à l'extérieur de notre propre territoire. Donc ça veut dire que toutes les réussites finalement génétiques au niveau des travaux ne se font pas et ne se font pas en France, ne se font pas sur le territoire européen, mais se font vraiment à l'extérieur de nos frontières. On va voir ici donc ce qu'il en est. Et ils sont protégés. Ce sont des... S'il fallait qu'on reprenne ici, ce sont donc... C'est une question de temps pour obtenir vraiment les résultats de leurs travaux qui sont officialisés et sur lesquels ils ont vraiment une protection. Les chercheurs ont une protection qui se trouve à l'extérieur de notre propre pays. On parlait du Japon, on parlait des États-Unis. C'est là-bas qu'ils peuvent véritablement, enfin là-bas et dans d'autres pays bien évidemment, travailler dans de bonnes conditions parce qu'ils peuvent justement compter aussi sur le temps afin de donner naissance aux résultats, des résultats qui sont ici officialisés et pour lesquels il y a une totale protection. On leur assure une protection par rapport à leurs travaux, par rapport à leur recherche qu'ils ne peuvent pas avoir donc sur le territoire. Ici, on va juste en remettre une et on va voir, c'est la méditation. Ils font preuve de beaucoup de sagesse. C'est une sagesse en même temps, malheureusement, que de se priver, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Hein. Donc, la méditation, c'est aussi tout ce qui est la réflexion, la sagesse, d'amour, d'un amour justement par rapport à leur métier. Le fait de pouvoir partir, donc leur assure la paix, l'amour, puisque ce sont des personnes qui sont protégées, qui sont aimées, faisant preuve de beaucoup de sagesse pour obtenir des réussites. Ici, nous avons donc la bénédiction, des personnes qui sont protégées. Protégées de quoi ou contre quoi?
du pardon. On aimerait justement leur faire croire que bah voilà, c'est comme ça, qu'ils peuvent pas faire autrement. Mais l'Europe finalement fait que ils s'en vont. Ils n'ont pas d'autre choix, donc on est quand même dans une demande de pardon vis-à-vis d'eux, mais ils sont extrêmement conscients, lucides. Ils sont protégés, donc la bénédiction. Par contre, le fruit de leur recherche aurait tendance à vouloir revenir tac, sur le territoire européen. Mais on voit bien que au niveau du voyage, ce n'est que par le départ qu'ils pourront obtenir la bénédiction. Même si aujourd'hui, il y a quand même une demande de pardon. C'est peut-être eux qui ont besoin, qui sont en demande de pardon par rapport justement aux non-desiderata européens qui bloquent tout, quoi, qui bloquent leurs recherches et qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de partir. On a le delta, donc Dieu, hein, ici, très fort sur les richesses, donc le divin. Par contre, est-ce que ce n'est pas contrarié par un regard, on va dire, un petit peu de magie, mais du magie noire, à savoir comment on peut travailler sur les cellules, etc., sur le corps humain, ça nous dépasse, on ne comprend pas, mais en même temps, bah, ça nous arrange bien parce qu'ils vont travailler à l'extérieur, ils vont quitter le territoire européen, le fruit de leur recherche, bah, finalement, même s'il est reconnu, même s'il est officialisé à l'extérieur, on va justement, on est tenté de récupérer les fruits de ce travail. Sur le territoire, c'est le malheur, mon Dieu, oh là là. Mais par contre, on va tenter de récupérer la richesse, tout ce qui peut être abondant par rapport aux recherches. Et puis, mais en tous les cas, ce départ, il est quand même placé sous le signe du delta. Pour les chercheurs, en tous les cas. Bon. Ici, on va regarder en dos de deck, on a quoi? On a la fusion. La fusion sur quoi? Sur les mensonges. Bah oui, bah voilà, on revient encore sur la même chose, hein. Les mensonges. Quant aux mutations, donc on parle bien de la recherche génétique, donc c'est bien en rapport avec la mutation. On nous dit qu'il y a énormément de mensonges, mais il y a beaucoup de fusions aussi. Donc il y a des personnes ici qui sont tentées d'apporter énormément de mensonges quant aux mutations. Et je parle une fois encore sur le territoire européen. Par contre, la lumière se fera, vraiment, se fait, quant à leurs mensonges. Hein. Donc la fusion, ça veut dire aussi donc les groupes, tout ce qui est la cohérence, l'esprit, manipulé donc au niveau des mutations, donc au niveau du travail, mais la lumière sera faite sur ce sujet. Ok, bon ça non, ça me parle pas. Voilà, donc lumière sera faite sur les mensonges, quant aux mutations, pour lesquelles il y a des groupes, ou alors ça peut être aussi des personnes qui peuvent être considérées comme s'il y avait un groupuscule qui travaille justement en nous apportant vraiment un mensonge quant à la situation, mais sur laquelle la lumière sera faite. Et la lumière est faite, mais par contre, on nous dit, et on aimerait bien, on est tenté quand même de nous faire croire qu'il y a beaucoup de mensonges sur le sujet, et ça, c'est sûr, concernant des mutations. Mutations. Le fait de partir. Ben voilà. C'est aussi peut-être donner des explications qui ne tiennent pas la route, des explications mensongères quant à aux véritables raisons de leur départ. Et là, on a l'eau avec la mort. Bon, c'est la fin de toute façon de ce groupuscule en même temps qui aurait tendance à vouloir prendre et à faire mainmise sur le résultat des travaux. Ça prend l'eau, hein, de toute façon, l'eau c'est aussi tout ce qui va être en rapport avec la purification, c'est des personnes qui ont besoin d'être lavées, hein, quelque part, pour se purifier. Ici c'est bien indiqué, donc ici ce sont les chercheurs qui se sentent complètement salis, qui se sentent exclus un petit peu et non considérés par nos grands Manitou, on va dire ça comme ça, sur lesquels il y a une fin désirée, des initiations, donc
des révélations qui peuvent être faites. Bon, il y a beaucoup de choses en mouvement là, hein, sur les fusions. Voilà, et après on revient. Donc ici, désir est fait de vouloir aussi cacher les véritables raisons des départs de nos chercheurs, mais c'est quelque chose sur lequel eh bien, il y a une véritable lumière, une prise de conscience, un discernement qui est en train de se faire euh, quant au mensonge. Pourquoi on nous a menti pendant autant d'années. Voilà, les choses se savent aujourd'hui, hein. On va regarder aussi, il suffit de penser à Pasteur, à l'Institut de recherche de Pasteur, hein. Bon, on peut se dire effectivement que ce sont des personnes qui ne sont absolument pas soutenues et sur lesquelles il y a énormément de mensonges. Donc on rejoint la carte du complot qu'on avait tout à l'heure avec le jeu de Pandora Earth. Il y a eu beaucoup de manipulation en fait de la population quant à leur départ. Pourquoi les chercheurs aujourd'hui ont quitté le territoire européen? On essaye justement de nous faire une jolie histoire autour de tout ça, mais finalement c'est bien pour des raisons médicales et pour des raisons enfin pour des raisons médicales, non, pour des raisons financières, se cachant sous une forme d'éthique désirée, voulue, mais c'est même pas leur éthique, eux, en tant que tels, en tant que chercheurs, c'est une sorte de pseudo-éthique étatique quant à ce domaine de recherche, hein, et même au-delà étatique, mais étatique au pluriel, provenant de l'Europe. Il y a quand même une forme de peur, de manipulation, alors qu'eux sont les premiers justement aussi à pouvoir bénéficier du fruit de ces recherches, parce qu'on avait la carte de retour. Donc ils partent, mais en même temps, on serait tenté de vouloir les retenir, mais pour faire quoi? Pour leur offrir quoi? Pour leur offrir quelles conditions de travail? Voilà, ils savent très bien que ce n'est que par le départ qu'ils pourront obtenir, que les chercheurs ne peuvent que partir pour obtenir ici, travailler dans de bonnes conditions, pour avoir la paix et pouvoir travailler vraiment, œuvrer avec des résultats à la clé. Mais c'est des résultats qui sont extrêmement convoités et sur lesquels on aimerait bien justement, l'Europe, hein, en tous les cas, aimerait bien récupérer le fruit de ces États pour les faire retourner sur le territoire européen. Donc, allez, partez, on va essayer de vous retenir donc par la carte du retour. Bon, on va faire en sorte que, mais ils savent très bien que les chercheurs savent très bien que ce n'est qu'en partant malheureusement qu'ils pourront travailler dans de bonnes conditions parce que finalement il y a tellement de mensonges, le retour aussi est manipulé, hein. Restez en France ou restez en Europe, vous verrez, gna gna gna. Finalement, ils sont confrontés à une réalité de principe qui est très difficile, qui est très compliquée, et on leur fait bien comprendre qu'ils ne sont pas spécialement les bienvenus, malgré de grandes déclarations publiques et peut-être de grandes déclarations d'amour. Donc, quelque part, on ne veut pas de vous, mais on veut bien récupérer aussi un maximum par rapport à vos recherches. Voilà. Pourquoi on aimerait bien que vous restiez en France, même si on sait pertinemment que les recherches ne pourront se faire qu'à l'extérieur et en dehors du territoire européen. On est à combien? 47? Ouais, je vais juste bah non, on va finir par les mots finalement parce que je crois que on a quand même dit le plus important. Maintenant, c'est vrai que ouais, c'est dramatique. Dramatique, mais en même temps, si leur départ, de toute façon, c'est un départ qui est voulu, c'est un départ qui est désiré, qui est vraiment organisé, hein, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc après, on aimerait bien nous faire croire autre chose, mais bon, on sait pertinemment que ça ne peut se faire que comme ça. Par contre, c'est des travaux qui sont extrêmement, qui font sujet et qui sont sujets à convoitise. Donc on a le féminin. Bah oui, avec notre chère Ursula, le destin. Donc le destin des chercheurs, qui est conditionné aussi à cet esprit féminin, et un déplacement. Le destin ne peut se réaliser
qu'avec un déplacement, donc avec un départ. C'est le départ du destin, du territoire européen. C'est un déplacement, ici, des forces actives, des forces vives, par rapport à leur destin. Et on a le féminin. C'est une femme qui les pousse effectivement, donc l'Europe, celle qui bon, Ursula, hein, qui a fait qu'ils sont obligés en même temps de partir pour pouvoir être, et pour pouvoir ce travail. On se prive effectivement du travail qui peut nous être apporté, ce travail sur le territoire européen en tous les cas, qui est déplacé, sur lequel il y a un engagement. Bah oui, ce sont des engagements effectivement quand vous êtes chercheur et que vous travaillez vraiment avec passion sur un sujet tellement important. Donc c'est un travail d'engagement qui est le leur, mais qui serait ici assujetti justement à un regard féminin sur les conditionnants. Donc pour ça, ils partent pour retrouver la paix, pour retrouver vraiment une plénitude quant à leur travail et pour se retrouver en connexion avec leur destin. Ici, on a accepté, ils ont accepté effectivement que ça se passe comme ça. Ils n'ont pas d'autre choix pour pouvoir réussir et mener à bien leur propre destin d'engagement que de se déplacer. Ils ont fini par l'accepter, n'importe comment, il n'y a pas trop le choix. Donc ils ont accepté effectivement qu'ils devaient partir pour pouvoir mener à bien leur engagement concernant leur travail. Et c'est une histoire de destin. Il y a effectivement des conseils. Bah, les conseils, c'est aussi tout ce qui est mis en place, hein, ce faux discours. Mais il y a une accusation. Et il y a le masculin. Bah là, on a les deux. Hein. Comme ça, on a le masculin et le féminin. Donc, c'est bien une histoire ici de destin humanitaire. Hein. Donc, féminin, masculin. Donc, nous, en tant que tel, l'humanité, sur lesquels il y a un destin. On travaille justement au destin de ces hommes et de ces femmes que nous sommes. Par contre, ça ne peut se passer que par le déplacement, donc le départ du territoire européen, pour pouvoir ici véritablement mener à bien pour que les recherches et ces chercheurs, le fruit de cet engagement puissent vraiment, donc on a travaillé l'engagement ici, être, être reconnus, ils ont accepté en même temps donc de partir hein, pour pouvoir mener à bien ceci. Donc ici on va le mettre là, voilà, tac tac. Par contre, il y a une accusation. Il y a une accusation en même temps qui est oui, mais vous partez. Donc ça ne se fait pas chez nous. Mais pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Donc on va vous donner des conseils. Bah, on va vous donner des conseils. Ah, attention. Donc ici, on avait la tentation. Bah, il y a une tentation effectivement de les accuser et puis de leur donner des conseils, mais ils n'en ont pas besoin. Ils ont accepté de toute façon qu'il fallait partir pour pouvoir mener à bien leur travail, leur engagement concernant l'humanité, donc le masculin et le féminin, et ils savent que c'est leur destin. En fait, ils ne sont pas spécialement... voilà, ça nous dit qu'ils ils sont pas du tout reconnus en France. La seule chose qui est reconnue, c'est tout ce que ça peut engendrer comme piécette. Il est là, monseigneur. Bah oui, il en manque une. Il en manque une. Oui, oui, il en manque une. Bah voilà. C'est un petit peu le regard porté par le territoire français. Donc, effectivement, courage à tous nos chercheurs, courage à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche, parce qu'effectivement, bah, c'est pas pour demain que les choses vont s'arranger. Et je vous rappelle que c'est un sujet, hein, le prix Nobel, pour Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui date de 2000 ou 2002, non, 2000, il me semble. Faudrait juste qu'on revérifie sur le texte de la pétition que je vous invite à signer. Vous retrouverez d'ailleurs la pétition en barre de description. Mais en tous les cas, on voit bien que là, aujourd'hui, bah, c'est complètement glacé, c'est complètement bloqué. Et qu'on ne recherche pas forcément à les faire, à les inciter à rester, puisque rien n'est mis en place pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ils ne peuvent pas travailler comme ceci parce qu'ils savent que de toute façon,
bah, ça n'avance pas, hein, on reste c'est sur une terre gelée, hein, donc c'est complètement glacé. Par contre, le fruit de leur recherche et tout ce que ça engendre, au niveau monétaire, hein, ça par contre on veut bien, hein. On veut bien le retour finalement du fruit de votre travail, hein, pour justement nous enrichir. Bon et ben, face à ça, hein, le constat est clair, hein. Les départs sont là, et puis on est de plus en plus en retard, en Europe, et c'est un retard qui est voulu. C'est un retard qui est voulu parce que de toute façon, c'est il y a une question ici, vraiment de regard porté. Bah, ouais, ils travaillent, mais le plus important, c'est ce que ça peut nous rapporter, nous, au niveau monétaire. Donc, allez travailler ailleurs. Allez, dégagez du vent. Allez travailler ailleurs, mais par contre, on veut bien, hein, le retour de toutes vos recherches, pour, les faire nôtres. Il y a beaucoup, beaucoup de mensonges sur le sujet. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter. On se retrouve demain pour un tout autre sujet, et je remercie mon oncle, je remercie Octave, je remercie les oracles de nous avoir apporté ces réponses. Et puis, bah, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, ou une bonne matinée, ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez justement cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis donc à demain. C'était l'âme sensible pour vous. À demain.